Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau de Reporter Normandie Jeune. Cette fois-ci, un système un peu particulier. Étant donné le confinement, nous avons dû trouver des solutions et l'action Reporter Normandie Jeune continue. Aujourd'hui, c'est avec la seconde 3 et avec Monsieur Eric Jean-Jean qui s'occupe de cette classe que nous allons pouvoir monter ce plateau virtuel. Le thème d'aujourd'hui, tout simplement, le graphe et le street art. J'ai avec moi plusieurs jeunes qui vont donner leurs avis, les recherches qu'ils ont effectuées sur ce sujet, et qui vont échanger parmi tous les thèmes que nous allons avoir aujourd'hui. Notamment la liberté d'expression, le domaine artistique et la limite de cet art urbain. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. Oui. Bonjour. Oui. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un dispositif qui a été monté par Eric Jean-Jean afin de pouvoir tous vous avoir avec nous aujourd'hui. Noé, j'ai entendu dire que tu avais déjà fait quelques recherches sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire Oui. un petit peu ce que tu as trouvé et qu'est-ce que tu voudrais soulever comme question aujourd'hui ? Alors déjà, qu'est-ce que le graphe? Le graphe, c'est avant tout un art qui n'est pas si reconnu, je trouve. C'est une représentation murale de messages ou de dessins faits à la bombe à aérosol. Il aide les jeunes à s'intéresser à l'art et l'arrivée d'Internet et des différents réseaux sociaux permet de faire circuler l'art sur le web. Puis, il faut faire attention à la différence entre le graphe et le tag, qui ne sont pas du tout la même chose. Le tag, c'est juste une signature et ça peut être assez dégradant dans les milieux. Alors que le graphe, c'est beaucoup plus artistique, disons. Donc, merci pour ces petites précisions. Est-ce que il y en a l'un de vous qui pourrait m'expliquer et expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on pourrait essayer de simplifier la différence entre le graphe et l'art ? Il n'y a pas vraiment de différence entre le graphe et l'art. Enfin, le graphe, c'est l'art en lui-même. C'est une forme d'art dans l'art urbain. Il y a plein de formes. Il y a le graphe, la danse, les artistes de rue. Mais le graphe n'est pas différent de l'art. C'est juste une forme quelconque. Mais oui, c'est de l'art par contre. Alors que si on prend le tag comme l'a dit Noé, là, c'est vraiment plus une dégradation et c'est pas vraiment un art distinct des autres. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. On parle notamment donc voilà de dégradation de ce domaine-là de la rue qui est un petit peu la limite du graphe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur justement l'autorisation ou non de taguer ou de graffer dans la rue? Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Oui, bah oui, justement, on avait interrogé une prof d'art plastique qui nous avait donné son avis. On la verra dans le reportage tout à l'heure. Et elle est un peu pareille que nous. En fait, c'est assez compliqué de donner des limites au graphe parce que il y a en premier temps les villes qui sont pas d'accord avec ça et ensuite les passants qui, des fois, sont passionnés par un dessin ou quelque chose qui est sur un mur. Mais il peut aussi très bien y avoir des gens qui vont faire des pétitions et tout ça pour repeindre le mur proprement. Parce que pour eux, c'est pas un art, c'est juste de la dégradation. Mais en fait, les limites du graphe sont assez compliquées à percevoir. Et pour toi, Mathis, tu penses quoi, toi, personnellement? Est-ce que tu penses que c'est une liberté, d'expression ou, c'est la dégradation? Moi, je pense plutôt que c'est de la liberté d'expression. Parce que, c'est un moyen de se revendiquer aussi. Est-ce que l'un de vous 4 a graffé déjà? Oui. On a graffé Oui. tous les quatre, en fait. D'accord. Mais sur un espace autorisé ou sur un espace de liberté ou vous vous êtes approprié la liberté? On va dire qu'on s'est plus approprié à la liberté quand même. Mais Oui. bon, c'était un endroit reculé qui dérangeait personne en soi. D'accord. Et donc, on sait aujourd'hui que le graphe et notamment le street art est très présent sur Internet. Il y a vraiment une sorte de mode qui s'y est fait autour. Est-ce que justement vous les avez pris en photo vos graphes? Est-ce que vous consultez souvent des graphes sur Internet? Bah, Bah oui, dans les fils d'actualité, il y en a beaucoup. Bah après, ça dépend ce qu'on suit aussi sur Internet et ce qu'on recherche. Mais en vrai, il y en a beaucoup, ça commence à bien se développer, je trouve.
Bah, et puis, Banksy a permis au graphe aussi de prendre une ampleur incroyable parce que c'est le plus grand graffeur du monde, on va dire. C'est un des plus connus et il arrive à revendiquer et à faire passer des messages tout en graffant, dans son style et que ça soit beau quand même, que ce soit pas quelque chose, vraiment d'agressif. C'est très beau. Donc les messages passent dans une forme, douce. On a un invité mystère qui s'appelle Tom. Tom, t'en penses quoi de tout ça? Bah, je trouve que graphe, c'est important d'en parler parce que c'est un art qui est pas assez reconnu, mais qui se développe, depuis quelques années et bah, le graphe permet de faire passer des beaux messages, de faire passer des intentions et des fois ça peut être, un moyen d'expression, assez libre, assez facile, accessible pour des personnes qui n'ont pas la notoriété ou qui peuvent pas en parler, aux journaux ou des choses comme ça. Comme par exemple, dans des pays où la liberté d'expression est assez restreinte, le graphe est un bon moyen de se libérer. Donc vous, c'est vraiment un moyen d'expression mais est-ce que c'est un moyen d'expression ou c'est un art? Bah, c'est un art où on le but, c'est de faire passer des messages. Donc c'est Ouais, plus c'est revendicatif avant que tout art. un art. Oui, exactement. D'accord. Toi, Marius, tu penses que c'est avant tout un art. Ouais, c'est avant tout un art, mais on peut quand même, faire passer dans cet art des messages forts. Et je pense que oui, pour moi, c'est avant tout un art qui peut être un outil d'expression. Où tu pourrais m'emmener pour découvrir cet art? Bah, dans la rue, du coup. Bah, après, Oui, dans le sud plutôt, parce que dans le sud, il y a des rues spéciaux, enfin, des rues spéciaux, excusez-moi, des rues spéciales, des rues spéciales qui sont faites pour graphes, du coup, et où il y a beaucoup d'artistes, bah, du coup, qui font ça légalement, et des grands artistes. Du coup, il y a des beaux tags là-bas. Du coup, plus dans le sud, je pense, genre vers Marseille, les choses très comme ça. bien. Hop, je suis de retour. Donc merci pour ce moment de débat. On va rentrer un petit peu plus dans une phase d'interaction. Donc je vais vous montrer une image et vous allez essayer de trouver de quoi il s'agit. Donc hop, tout de suite. Voilà. Donc certains l'auront reconnu, d'autres peut-être pas. Notamment, je pense aux plus jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ça. Est-ce que quelqu'un a reconnu de quoi il s'agissait? Bah, c'est un mur tagué. Bah, après, je sais pas où, mais en soi, c'est un mur qui a été tagué. Alors en fait, il s'agit du mur de Berlin, qui a été très reconnu pour ça, car il a servi de support à tag pendant une grande période, et aujourd'hui il est le symbole de cet ancien empire, enfin de cette ancienne construction du RSS. Est-ce que pour vous, le tag peut avoir une dimension politique autre que simplement voilà un objet d'art un petit peu engagé, mais est-ce que ça peut vraiment avoir une valeur politique aujourd'hui? Je me permets de prendre la parole, mais oui, comme l'a dit Tom tout à l'heure, je ne sais pas si ça serait pour des campagnes, mais en tout cas, dans les pays avec une politique assez présente et des pays assez stricts, ça permet au peuple de revendiquer justement cette politique qui est trop stricte pour eux. Donc, je pense pas que ça soit, bah, si, après, c'était Barack Obama qui s'en était servi pour sa campagne et qui avait fait des tags, enfin, un style de tag où on le voyait lui. Et c'est vrai que même si ça sert de campagne, je pense pas que ce soit vraiment un but. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une bonne chose de s'en servir comme campagne. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, un tag peut avoir une incidence claire sur l'évolution d'une politique, par exemple, sur une révolution, par exemple? Ouais, Ah, vas-y, Mathis. bah ouais, moi je pense que oui, parce que le tag et le graffiti, enfin, ils servent à revendiquer. Donc c'est pour faire passer des messages donc oui, je pense qu'il a une importance, aussi dans la politique. Et puis pendant une révolution,
un tag beaucoup représenté peut devenir carrément le symbole d'une révolution. Donc oui, je pense que c'est important. D'accord. Et donc seconde image pour essayer de voir un petit peu si ça vous parle. Est-ce que vous reconnaissez ce graphe? Ça, c'est Banksy, Oui. ça. Ouais. Ça, c'est la petite fille au ballon. Ouais, de ouais, Banksy. Donc est-ce que vous connaissez un petit peu quelques détails sur ce graphe? Notamment où est-ce qu'il a été Non. réalisé? Je sais Donc, qu'il a été exposé aux enchères. Enfin, il a été découpé et exposé aux enchères. Et ce tableau s'est autodétruit pendant la vente. Exactement. Mm. C'est une reproduction qui a été faite l'année dernière, qui a été vendue, et en fait il avait trafiqué le cadre de la reproduction pour que le tableau s'autodétruise dès la vente terminée. Donc il y avait un complice dans la salle qui a actionné le mécanisme à distance. Est-ce que pour vous le fait de détruire automatiquement cette œuvre-là quand elle est vendue, ça a un lien avec le fait que le graphe soit normalement libre dans la rue? Oui, Bah oui. bah oui, complètement. Parce que le street art, enfin moi je pense qu'il devrait pas du tout être vendu et qu'il devrait être laissé dans la rue. Parce que de base, s'il a été fait dans la rue, bah, c'est pour que les gens le voient et puissent débattre dessus, disons. Et il a rien à faire dans une galerie ou dans une maison. Pour moi, il faut que ça reste dans la rue. Les artistes offrent leurs œuvres aux passants et à la rue, donc il faut pas se les approprier, il faut les laisser là où elles sont, et pas les découper ou les vendre, des choses comme ça. Bah, c'est notamment une question qu'on entend beaucoup parler à propos des graphes ou justement du street art, c'est qu'il y a un moment où on arrive à devoir recouvrir une œuvre qui a déjà été réalisée. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose de normal? Comment vous le ressentez? Bah, en soi, c'est un peu triste parce que si l'œuvre d'en dessous était belle, bah voilà quoi. Après, si c'est juste des tags, bah en soi, ça nettoie un peu, disons. Mais ce qu'il faudrait faire sinon, bah, c'est faire des endroits spéciaux, enfin beaucoup plus d'endroits spéciaux pour pouvoir le faire, quoi. Comme ça, il n'y aurait Voilà. pas besoin de repasser à chaque fois par-dessus. Donc pour vous, alors que Ouais. aujourd'hui Instagram notamment est très important dans nos vies, pour vous c'est quand même important d'avoir l'œuvre en vrai et de pouvoir aller la voir. Oui, complètement. Bah oui. Et puis même, disons, une petite ville de campagne qui a un superbe tag, ça peut vraiment renouveler la ville et lui apporter beaucoup de bien au final. Donc oui, moi je pense que c'est une bonne chose de laisser comme c'est et oui, comme disait Noé, de créer des endroits spécialisés pour ça. Très bien. Alors, passons maintenant à un moment un petit peu particulier. On a avec nous Xavier, qui lui est un passionné de l'écriture notamment, et de la musique, et pour qui le graphe est pas forcément un objet aussi important. Xavier, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que toi tu penses d'un graphe aujourd'hui dans la rue et l'importance que ça pourrait avoir? Ravi d'être avec vous. Alors, non, je veux pas être le grincheux du plateau, mais disons que si j'essaye de, 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 de penser un peu le graphe, là, voilà l'expression, appelons ça une expression artistique vivante qui procède d'un jet de peinture sur une surface qui a priori ne lui est pas dédiée. Donc c'est par le mésusage de cette surface, parce que comme vous l'avez dit vous-même, c'est bien souvent la façade d'une maison, de qui un mur d'enceinte, de qui un entrepôt, etc. C'est un mésusage de la surface. Et donc cette expression artistique, par projection de peinture sur un support qui ne lui est pas dédié, on peut le considérer comme procédant d'une expression artistique. C'est à travers ce que je dis du mésusage de cette surface que j'interroge mon territoire, par exemple, que j'interroge la pertinence de telle maison à cet endroit, que j'interroge la présence d'un mur, comme c'était le cas lors de la séparation de l'Allemagne. Et je rappelle d'ailleurs que les tags étaient du côté de l'Allemagne de l'Ouest et pas de l'Allemagne de l'Est, parce que les murs étaient gardés, étaient à distance, évidemment, personne
personne ne pouvait s'approcher des murs. Alors sporadiquement, il y a eu en Allemagne de l'Est quelques rebelles qui ne se sont pas interdits en tout cas de risquer leur vie pour aller inscrire des slogans. Mais là, du coup, l'usage de peinture projetée ou de peinture même appliquée directement via un pinceau était de l'ordre de la désespérance. C'est-à-dire que le message prenait le pas sur la volonté d'atteindre une quelconque situation, une quelconque expression artistique, un message qui se voudrait, qui se pourrait transcendant. C'est l'objectif de l'artiste lorsqu'il pense concevoir de l'œuvre. Il délaisse quelque part, et c'est en ça que c'est intéressant, le fait de relever que les artistes, en quelque sorte, mettent à disposition, et ça entend tout, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition avec ou sans l'aval de celui qui sera le regardant, donc celui qui fait de l'image une œuvre d'art. Et donc, ça me rappelle pas forcément des concepts auxquels personnellement j'adhère. C'est la liberté de gré ou de force, finalement. Vous regarderez ce que j'ai produit. Quel que soit votre désir de le faire ou de ne pas le faire. Lorsqu'on se rend dans une galerie ou dans un musée ou dans l'atelier d'un artiste, on suppose une décision. Je décide d'aller ou non regarder de l'art, et alors là, ça questionne la position de l'artiste. L'artiste doit-il faire bouger les lignes finalement? Est-ce que je ne dis pas quelque chose quand j'impose à l'autre ce que j'ai produit? Bref, on pourrait en discuter des heures. Moi, ce que je relève plus dans cette pratique, pour revenir à ce que je disais en début de propos, ce que je relève dans cette pratique, c'est son paradoxe, puisque, à mon sens, ne peut procéder de ce mouvement artistique ou de cette volonté artistique que l'acceptation du recouvrement. Donc l'éphémérité, le fait que la destination du support est vouée à finalement une récupération de son usage de départ ou une destruction. Un mur d'enceinte qui ne sert plus à être une enceinte, soit il est détruit, soit on recrée l'enceinte autour de ce mur. Donc c'est finalement un art qui procède de ce que j'appellerais les aspects les plus cachés du rassurant. L'homme a besoin de se rassurer, je provoque mon territoire, et ce territoire réagit vis-à-vis de ma provocation et me réaffirme sa présence, et donc je suis rassuré d'appartenir à une chose à laquelle j'adhère ou contre laquelle je peux éventuellement me battre pour affirmer mon désaccord. Vouloir sanctuariser une œuvre jugée belle ou pas belle, ça c'est la mode, hein, et comme disait Guitry, la meilleure façon de ne pas être à la mode ou de ne pas être démodé, c'est de justement ne jamais chercher à être à la mode. Mais si on n'accepte pas ce recouvrement et que l'on désire une sanctuarisation, c'était beau, c'est dommage que ça soit détruit, il faut créer des endroits où on va pouvoir justement sanctuariser ces œuvres qui, à mon sens, ne brillent, entre guillemets, que par le fait qu'elles portent en elles leur non-permanence. C'est le fait qu'elles vont disparaître, c'est le fait qu'elles vont être rongées par les herbes, c'est le fait qu'elles vont être recouvertes par l'État bourgeois bien établi, mais elles portent en ça quelque chose qui je trouve touchant, et qui peut être envisagé comme quelque chose de transcendant. On a tous les transcendances qu'on peut avoir dans la vie, et c'est pas un jugement de valeur. Mais alors, si on sanctuarise et qu'on crée des espaces pour pouvoir sanctuariser les tags, on va être cerné de murs. Eh bien, ou alors on va l'écouter, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager de peindre avec du gazon sur une énorme surface d'une falaise, mais si on veut que ce gazon reste en l'état, il va falloir agir chimiquement, ou alors avoir des gens comme un golf, quoi. Est-ce qu'un golf c'est une œuvre d'art? Parce qu'un golf c'est une sculpture dans la nature, c'est une idée qui prend le pas, qui dit à la fois la maîtrise qu'elle a de cette nature, et à la fois cette forme de renoncement, puisqu'elle entretient de façon totalement fausse, hein, c'est du décor, mais elle entretient l'idée que la balle puisse être perdue dans un lac ou dans un bunker. Est-ce qu'on est prêt sociétalement à faire ce choix de construire des murs afin de laisser libre cours à cette expression qui porte des messages? Voilà, c'est une question, hein, c'est pas...
Donc, merci pour cette digression riche, Xavier. Est-ce que l'un de vous veut réagir notamment à voilà au fait de la sélection du mur en soi et à la présence de l'œuvre sur un mur qui du coup rentre dans la liberté de chacun de regarder ou pas l'œuvre. Est-ce que vous, c'est des questions qui émergent en vous quand vous entendez ce discours-là? Oui, c'est sûr que c'est important le choix du mur. Après, on n'est pas non plus obligé, enfin, c'est pas non plus obligé qu'il y ait lieu d'une construction. On peut vraiment choisir un mur lambda un petit peu reculé du centre-ville pour justement pas forcer les gens à le regarder, comme vous l'avez dit, parce que bah, c'est vrai qu'une œuvre dans la rue, on est obligé de la regarder en quelque sorte. Elle est là, elle pourra pas bouger. Mais moi, je pense que c'est quand même important de garder ça, quoi, de garder cette sorte de liberté forcée, on va dire. Oui, mais donc du coup, est-ce qu'on intègre aussi, enfin, est-ce qu'on intègre, c'est pas nous qui décidons, mais est-ce que du coup, voilà, le fait que cette œuvre ait pour vocation à être recouverte, ça fait partie. Enfin, moi, c'est cet aspect sanctuarisation, c'est-à-dire de dire une fois qu'un mur a été peint, une fois qu'un mur a été peint, il ne pourra pas être repeint. Donc, soit on reconstruit un autre mur, soit le futur graffeur qui eût aimé peindre sur, euh, sur ce mur doit renoncer, quoi. Et là, du coup, l'aspect liberté, c'est-à-dire que c'est comme un procédé artistique qui tiendrait en lui un fort aspect liberticide. Parce qu'un peintre, quand il peint sur un châssis, il a peint sur un châssis et le châssis, alors après, c'est une question qu'on peut aborder. Est-ce que le châssis fait partie de l'œuvre ou pas? Mais ça, c'est une autre question. Mais un peintre, quand il n'aime plus sa peinture ou qu'il ne l'a pas vendue, il repeint sur son châssis. En pensez quoi, les garçons? Bah, Bah, je pense que, ouais, quelqu'un veut. en soi, genre, c'est pas faux. Enfin, c'est même vrai. Mais ça fait partie, genre, de la chose. En même temps, genre, enfin, je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est la règle du jeu. Bah Ouais, ouais. oui, enfin, genre, ça donne un petit truc enfin, ouais, je sais pas comment expliquer, en fait. Le graphe est spécialisé par son support. Et si on retire les murs ou l'accès à ces lieux, forcément, il n'y aura plus le graphe comme avant. Et pourtant, c'est à partir du moment où on retire un morceau de ce mur avec une œuvre de Banksy et qu'on la vend dans une galerie que la phénoménologie graphe prend de l'importance. C'est un paradoxe aussi. C'est-à-dire que c'est un anonymat, mais qui a besoin d'ultra-médiatisation pour pouvoir revendiquer de rester dans l'anonymat. Un paradoxe, mais c'est marrant les paradoxes. C'est comme faire une omelette au poulet. J'aime le. Ouais, la comparaison. Bah, non, mais ce qui est bien, c'est que ça vous laisse du questionnement pour quand on fera vraiment le plateau télé, d'avoir un retour sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouais, bah monsieur oui, Jean-Jean? c'est ça. Ah ben, très bonne idée. Tout ce qui alimente le débat est intéressant, d'autant que dans les villes et dans les espaces intermédiaires des villes, on voit ça en géographie, on a des espaces qui sont plus ou moins appropriés, des friches ou des choses comme ça. Et au fond, on peut dire qu'elles appartiennent, elles sont de propriété commune. Au fond, la propriété privée s'est affirmée en tant que telle qu'à partir du XVIIe siècle. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi des biens en commun qui pouvaient être décorés en commun sans que les forces de l'ordre n'interviennent. Donc c'est peut-être aussi une réappropriation de lieux, voilà, et que dans une ville ou dans un village, bah, il y a des lieux qui soient réappropriés par qui a envie de dire quelque chose. Euh, je trouve que c'est une idée sympathique. Voilà, même les Chinois à un moment avaient des grandes feuilles en papier sur les murs où les habitants pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. C'est une sorte d'expression libre, plutôt artistique d'ailleurs, parce qu'au niveau politique, ils sont un peu contraints depuis quelque temps. Et donc, voilà, c'est une possibilité. Pourquoi pas chez nous? Voilà, un lieu de libre expression, c'est aussi intéressant, même si cette expression, elle est éphémère. On a aussi d'autres moyens de capter l'éphémère, maintenant avec les photos Ouais, et voilà, c'est ça. les vidéos. Et c'est, au fond, quand l'artiste fait une œuvre d'art, eh ben, elle est aussi pour l'artiste, puis elle est aussi pour ceux qui le regarderont.
que ça s'impose un temps. Je crois que ça fait partie aussi du métier d'artiste que d'arriver à s'imposer. C'est une des parties du métier d'artiste, parce qu'on sait aussi, par exemple, dans l'architecture d'une cathédrale comme celle de Lisieux, vous avez des statues qui ont été faites alors que personne ne les verra, dans des endroits où personne ne peut les voir, et pourtant, pour l'architecte, pour le sculpteur, il fallait qu'elles y soient. Voilà, c'est des éléments qui sont importants. Alors, eh bien, pourquoi pas faire des œuvres éphémères ou peu vues, ou qui s'imposent, ou qui restent très discrètes. Voilà. Est-ce que vous vous entraînez à faire du graphe chez vous, en fait, en privé, sur des feuilles de papier, sur les murs du salon? Je ne suis pas sûr que vos parents vont être d'accord, mais... Non, mais de nos jours aussi, justement avec Internet, en fait, les graphes éphémères sont beaucoup plus prisés parce que maintenant, il y a une technique qui consiste à étendre des grandes toiles de cellophane, à graffer dessus, prendre en photo et tout retirer pour laisser comme c'était avant. Et beaucoup de personnes font ça en forêt, en fait, pour avoir un cadre magnifique autour du graphe, créer des illusions d'optique. Et justement, ça reste quelque chose d'éphémère, mais enfin, qui sera éphémère dans la réalité, mais virtuellement qui sera toujours là, quoi. Donc, c'est aussi une bonne alternative. Ça ne dégrade pas et on a quand même l'art qui est présent. Le graphe a fait sa révolution support surface. C'est bien, non? C'est bien. Moi, je trouvais que ce que disait Monsieur Jean-Jean, c'était très intéressant, le fait que ça soit plus un marqueur social en tant que le graphe, cette permission auto-accordée dit quelque chose de l'état social, oui, d'un pays, d'un gouvernement, d'une société en tout cas. Et il y a à la fois cette révolution support surface, et ce que disait déjà Walter Benjamin sur le fait que l'idée même de l'art se modifie avec sa capacité de reproduction mécanique. C'est-à-dire que moi de ma génération, on commençait par découvrir un tableau, bien souvent, on envoyait une reproduction. On avait la première image qu'on avait de ce tableau, c'était la reproduction de l'image d'un tableau, justement, et pas le tableau. Et là, le fait de concevoir une œuvre qui va être peinte pour être prise en photo et consommée immédiatement, ça me semble plus intéressant que l'utilisation de cette méthode qui est, encore une fois, je le répète, projeter de la peinture sur un mur. Et ça a toujours existé de marquer les murs de slogans pour faire élire telle personne ou pour faire advenir tel événement. Mais je trouve ça, pour le coup, plus artistique, enfin plus intéressant, artistiquement plus intéressant que le simple fait, voilà, d'aller s'emparer d'un mur d'enceinte ou d'un mur d'entrepôt, même si ça a un intérêt. Mais C'est sûr que le fait de faire quelque chose de vraiment éphémère, ça laisse beaucoup plus de possibilités, entre guillemets. ouais, de le faire sur une surface comme une surface transparente, qui est justement une surface qui n'existe pas et qui n'existera pas, qui n'existera que dans l'image de ce qu'on va produire. Bon, merci beaucoup à tous pour avoir échangé donc sur tous ces sujets. Dans quelques instants, on verra donc le reportage qui a été réalisé sur ce thème. J'aimerais juste revenir quelques instants sur le dispositif Reporter Normandie Jeune, sur ce pourquoi on est là aujourd'hui et ce pourquoi vous nous verrez encore quelques temps sur Internet, notamment avec les mêmes élèves et bien d'autres, avec la classe de seconde 3 et d'autres classes. Eric Jean-Jean, aujourd'hui vous avez tout mis en place pour qu'on puisse continuer les plateaux télé virtuellement. Comment est-ce que vous imaginez la suite au niveau des plateaux télé avec Reporter Normandie Jeune? L'opération Reporter Normandie Jeune, pour nous, ça reste à la fois une aventure, une expérience et une formation. Donc ça va se continuer. L'idée, c'est de faire de la télé, et en faisant de la télé, de faire du contenu et de toucher un peu à la technique grâce à l'équipe de Reporter Normandie Jeune.
de voir un peu comment ça fonctionne, comment on peut travailler l'image éventuellement, la bricoler ou l'aménager, en fonction de ce qu'on veut dire. Et donc, la télé, ça permet de travailler l'oral, l'image. Nous, on fait ce projet dans le cadre de l'éducation morale et civique, et donc ce thème de la liberté, où chaque équipe a décliné un peu une version pour elle de ce qui était important dans les libertés. Donc la liberté de passer par-dessus les différences, la liberté d'exister, la liberté de migrer, la liberté de s'exprimer dans les formes d'art. Et donc, on a cette liberté, voilà, on a tout ce travail que l'on fait, que l'on bâtit, en fait, en équipe. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de la télé, c'est que ça ne se peut pas se faire tout seul, ça se fait en équipe, et ça aussi, pour un groupe comme une classe, c'est un élément de communication qui est important. Et puis j'oublie pas non plus que aussi avec nos programmes, on a un grand oral à préparer pour les terminales, et que tout ce qui va permettre de s'exprimer à l'oral, de construire en équipe quelque chose à l'oral, c'est super, et ça fait bien progresser. Et voilà, et on a une belle collaboration avec toute l'équipe Reporter Normandie Jeune emmenée par Antoine. D'accord. Merci beaucoup. Antoine, on le sait, en ce moment, avec le confinement, ça peut être difficile de prévoir un petit peu l'avenir et notamment de trouver des dates pour les plateaux télé. Qu'est-ce que Culture et Nature nous propose avec Reporter Normandie Jeune dès qu'on pourra sortir du confinement? Alors, moi, j'ai fait un petit peu le tour des popotes au niveau des 8 établissements qu'on doit suivre. Et on est tombé d'accord avec les profs ou les formateurs qui gèrent les stagiaires. C'est sortie du confinement, de faire très rapidement esprit de cohésion et d'équipe et devenir un petit peu comme on l'a déjà fait avec Xavier il y a quelques années, arriver le matin, faire le plateau l'après-midi et, et montrer que c'est possible et surtout toute l'énergie qui a été mise aussi bien à Lisieux et sur tout le territoire normand soit valorisée parce que on n'oublie pas, même si la technique est belle et même si on s'amuse bien avec notre technique, l'important c'est l'énergie qu'on y met et ça c'est quand même un faire-valoir qu'on a avec Xavier et toi et Eric, l'autre Eric de l'équipe qui ne pouvait pas être présent cet après-midi. C'est vraiment de valoriser ce que vous faites bien sur le terrain et puis plus on peut le partager, mieux c'est. Et donc c'est sûr que suivant quand le confinement arrêtera, suivant comment on pourra recommencer l'école ou les autres lieux où on doit aller, on fera sûrement des raids comme on a l'habitude de faire pour valoriser ce que vous faites bien. Voilà. Bon, merci à tous. Merci aux étudiants qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ont pris la dynamique du plateau virtuel et d'échanger avec nous. Merci à l'équipe de Culture Nature d'avoir été là aussi pour échanger, pour apporter leur point de vue dans l'histoire. Et merci à Eric Jean-Jean d'avoir pu permettre ce plateau télé avec vous aujourd'hui. On espère vous retrouver très très bientôt sur Internet. On espère que les jeunes vont nous envoyer des super graphes en photo pour qu'on puisse vous les publier dans la prochaine émission. Et puis en attendant, restez connectés, suivez-nous sur tous nos réseaux. Et puis en espérant retrouver toute l'équipe très prochainement, en vrai, dès la sortie du confinement. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous, au revoir. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Parce que moi, le graphe, si je situe ça, je fais une différence avec les tags. Et moi, le graphe, il y a une portée, il y a une dimension artistique et de dessin que je ne trouve pas forcément dans les tags. Oui, en tout cas, au démarrage. Pour moi, c'est un support, le graphe. Les murs, l'art urbain, c'est un nouveau support qu'on n'avait pas autrefois, mais qu'on a depuis nombreuses années. Mais c'est un support à la création. Et la création, par définition, moi, j'y vois pas de restriction. Alors, je suis quelqu'un qui aime le dessin. Je suis très critique, très observatrice. Et un beau dessin,
je l'aimerais toujours, je l'apprécierais toujours. Ça va pas me gêner, c'est toujours pareil. Si je trouve qu'il n'est pas adapté au lieu, si je trouve qu'il y a une dimension gratuite, trop gratuite. J'aime bien aussi, ce que j'aime bien aussi moi dans l'art urbain, c'est cette dimension un petit peu contestataire au démarrage, c'est de voir des artistes qui peuvent donner qui arrivent à exprimer des choses très très fortes, même par ce support, et automatiquement ça me touche. Non, mais ça c'est intéressant, hein. Même je vois, il y a des trucs qui ont été faits en Angleterre, je n'arrive pas à me souvenir des noms, mais il y avait des choses vachement intéressantes au moment de l'époque de Thatcher. Et c'est le même problème pour les graphes que pour n'importe quelle autre forme d'expression. Jusqu'où effectivement on peut aller dans ce qui est acceptable, à partir du moment où tu touches à la vie humaine. Encore une fois, j'ai pas résolu le problème, moi, ça, parce que, sur le principe, oui, je me dis que la liberté d'expression, c'est un droit intangible qu'on ne doit pas négocier. C'est quelque chose qui a été obtenu à la Révolution, c'est quelque chose qu'il faut garder précieusement. Il y a trop de choses qui peuvent être mises en jeu là-dessus. Je suis sûre que, oui, le graphe, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter parce que c'est une forme de dessin qui ne va pas les interpeller du tout. Et puis, ils n'ont pas envie de voir une intrusion de genre dans leur espace urbain ou leur espace de vie. Alors que là, on vous l'impose d'une certaine façon. C'est pour ça que moi je vous dis, j'ai le point de vue artistique. Si ce type est vraiment un artiste et quand même très fort, moi je me souvien de Banksy, il a fait des trucs géniaux, quoi. Il a vraiment fait des choses géniales. Oui, moi c'est pour ça que j'ai jamais beaucoup aimé les tags. Globalement, il faut vraiment qu'il y ait des écritures qui m'interpellent, mais franchement je n'en ai pas beaucoup vu. Je suis pas sensible à ça. Par contre oui, le street art, oui, ça m'intéresse. Surtout que ça prend de plus en plus de temps. Alors ce qui va me déranger maintenant, c'est la récupération qu'on en fait dans le système du marché de l'art. Quand un jour j'entends quelqu'un qui va découper un mur ou être tagué, mais ça je trouve ça insupportable. Que ça soit pour tout le monde, que ça soit le support c'est la rue. Donc tout à coup ça se retrouve dans une galerie, là j'ai un peu plus de problèmes. Une amie elle me disait mais est-ce que c'est pas un moyen aussi d'attirer les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui qui ont une autre culture artistique qui n'a rien à voir avec le classique traditionnel, et est-ce que c'est pas un moyen malgré tout de leur faire regarder autrement et le dessin et l'art. Ça aussi ça